Bonjour tout le monde, mon nom est Marie-Christine Rivet. Je travaille avec l'Institut canadien d'éducation et d'intervention en santé en cas de pandémie en collaboration avec l'Institut canadien de recherche et de traitement en sécurité publique, et ce pour le développement, la mobilisation et l'application des connaissances. Je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui à notre webinaire qui est offert en français et qui porte sur la gestion du soutien psychologique dans les organisations policières, donc résultats préliminaires du projet RIPTOP. Kara, we can go to the next slide. Je voudrais souligner que l'Université de Regina est située sur les terres du traité 4, aussi avec la présence du traité 6. Ce sont les territoires qui appartiennent aux communautés Nihayawak, Anishinaabe, Dakota, Lakota et Nakoda, et aussi Métis et Michif, les nations Métis Michif. Cette reconnaissance du territoire fait partie d'une conversation continue alors que nous œuvrons vers la réconciliation. Quelques notes d'ordre administratif. Afin de limiter le bruit ambiant et les problèmes acoustiques durant la présentation, tous les participants doivent être en mode écoute uniquement. Les micros sont donc fermés. La séance d'aujourd'hui est enregistrée. Une copie de l'enregistrement pourra être envoyée à tous ceux qui se seront inscrits dans les 48 heures. Veuillez utiliser la boîte de questions. Donc, il y a la boîte de chat, mais aussi une boîte spécifiquement pour les questions et vous pouvez l'utiliser tout au long de la présentation. Certaines organisations bloquent l'accès à la fenêtre de lancement GoToWebinar. Si vous avez des difficultés à entendre ou à visionner la séance, vous pourriez devoir vous joindre à nous par téléphone. Pour accéder au sous-titrage en anglais en direct lors de ce webinaire, veuillez utiliser le lien qui vient tout juste d'apparaître dans votre boîte de chat. Ce lien a aussi été, on vient de l'afficher et il va vous diriger vers la plateforme Wordly qui vous permettra d'accéder au sous-titrage simultané en anglais pendant le webinaire. So the access real-time English captioning of this webinar is now in the chat. So this link has also been posted, was just posted in the chat. So this link will direct you to a software platform called Wordly, which will enable you to access simultaneous English captioning of this webinar. Je vous invite à lire la clause de non-responsabilité. Vous pouvez prendre quelques secondes pour la lire. Et sans plus attendre, je suis ravie de vous présenter notre intervenante. Il s'agit de Dr. Andréane Deschênes, docteur en psychologie du travail. Andréane Deschênes est professeure à l'École de gestion de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle forme, dans le cadre des programmes en gestion en sécurité publique, les gestionnaires d'aujourd'hui et de demain. Elle est co-titulaire de la chaire de recherche de l'UQTR-ENPQ sur la prévention en santé psychologique au travail en sécurité publique. Également, Andréane est chercheuse régulière au Centre international de criminologie comparée. Ses travaux de recherche financés et diffusés sur le plan national et international concernent la psychologie de la gestion dans les organisations de la sécurité publique, particulièrement la prévention de la santé psychologique au travail dans le milieu policier. Le projet RIPTOP est réalisé en collaboration avec Annie Gendron de l'UNPQ, Marie-France Marin de l'UQAM et Clémence Emerio-Farge de l'UQTR, et le projet est financé par le CRSH. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Madame Rivet. Vous m'entendez bien? C'est parfait. Vous voyez bien mon écran? Numéro 1. Alors, c'est parti. D'emblée, je souhaite vous remercier pour l'invitation, toute l'équipe de l'Institut canadien de recherche et de traitement en sécurité publique. C'est vraiment un privilège de présenter les travaux de la chaire, particulièrement le projet RIPTOP aujourd'hui. Puis, sachez que la qualité des recherches réalisées par l'Institut, la dynamique de l'équipe nous inspire beaucoup à la chaire. Donc, merci encore. Voilà, alors c'est parti pour les prochaines minutes. Sentez-vous bien à l'aise de rédiger vos questions dans le chat. Il me fera plaisir d'y répondre en moment opportun.
n'hésitez pas à m'interpeller. Je me présente, Andréane Deschênes. Madame Rivet a quand même dit les lignes principales. Donc, je suis professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières en gestion en sécurité publique et j'enseigne particulièrement au deuxième cycle à des étudiants officiers dans les organisations de la sécurité publique ici au Québec. Je travaille dans le projet RIPTOP avec Annie Gendron, qui est chercheuse à l'École nationale de police, qui a plusieurs dossiers à son actif en recherche, donc peut-être que certains connaissent. Et également Marie-France Marin, qui est professeure-chercheur à l'Université du Québec à Montréal, qui apporte son côté davantage en neuropsycho. Vous allez pouvoir le constater plus en fin de présentation. Il y a également Clémence qui nous aide continuellement dans ce projet, qui est dans l'assistance également aujourd'hui, et Francis Desjardins. Le projet RIPTOP, bien que c'est un acronyme plutôt curieux, ce sont simplement les premières lettres du titre du projet de recherche. Donc, c'est un projet de recherche sur les interventions post-trauma dans les organisations policières, particulièrement au Québec. Ce qui nous a amené à ce projet, en fait, ça date de 2017, où une première cueillette de données, une photo de la situation au Québec a été prise concernant l'état de santé psychologique, en fait, des policiers québécois. Et on a constaté quelques éléments importants à considérer pour la suite des recherches. Entre autres, l'impact qu'un événement à teneur potentiellement traumatique pouvait avoir. Mais ceci étant dit, les travailleurs de la sécurité publique, on le sait qu'ils sont davantage exposés à des événements à teneur potentiellement traumatiques, davantage que d'autres professions. On sait également que 44,5% rapportent avoir des symptômes associés à des troubles psychologiques. C'est donc un fait considérable. Au Québec, en 2016, on dénombrait environ 2 cas de troubles de stress post-traumatique par tranche de 1000 policiers, alors que dans les autres professions, ce nombre est à 0,2. Ensuite, on sait également qu'au Québec, entre 2015 et 2017, 4,7% de l'ensemble des lésions acceptées par la CNESST chez les étaient associées, pardon, je dois juste passer une petite figure dans mon écran, étaient associées à des troubles de stress post-traumatique chez les policiers, alors que la proportion est de 0,7 parmi les autres professions. Également, les coûts moyens pour une absence reliée à une lésion psychologique est plus importante que les coûts reliés à une lésion physique. Il y a 2 raisons. D'abord, par la durée, qui est habituellement plus longue en moyenne, donc la durée d'absence pour une lésion psychologique, mais également pour le taux de rechute qui est plus fréquent. Et enfin, les données de 2017 nous ont permis d'identifier qu'un événement à teneur potentiellement traumatique, lorsque le policier identifie ou la policière identifie l'avoir vécu dans le cadre de son travail, le rend plus vulnérable sur le plan de la santé psychologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le bien-être de ce policier diminue et la détresse augmente, selon les chiffres qu'on a été capable de capter. Ceci dit, c'est donc important de s'y intéresser afin justement de mieux prévenir les impacts potentiels. D'emblée, on va s'entendre sur la définition de l'événement à teneur potentiellement traumatique sur le plan psychologique. En fait, c'est important de revenir à partir de maintenant, ce qui peut être traumatique pour une personne ne l'est pas nécessairement pour l'autre. Ça amène beaucoup de subjectivité dans la qualification des événements à notre traumatique. Ce qui peut être traumatique aujourd'hui pour moi peut ne pas l'être pour demain, donc c'est encore plus complexe. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas nécessairement la nature de l'événement qui est déterminante, mais plutôt la perception que la personne en fait. L'objectif du projet RIPTOP, en fait, il se divise en 3 grandes lignes. D'abord, ce qui va vous être présenté aujourd'hui, c'est l'inventaire des services de soutien présents dans les organisations policières québécoises. Donc, qu'est-ce qui existe présentement en termes de soutien psychologique? Ensuite, quels sont les besoins des policiers quant à ce soutien psychologique? Et enfin, l'évaluation des pratiques qui est en train d'être faite sur le terrain. Parce que bien que les policiers sont capables de nommer leurs besoins, ce n'est pas parce que c'est un besoin que c'est automatiquement efficace en termes de pratique.
Donc, ça nous incite à aller voir sur le terrain qu'est-ce qui peut être le plus efficace afin de proposer aux organisations policières des pratiques de gestion de soutien psychologique efficaces basées sur des données probantes. Donc, c'est le défi que le projet RIPTOP s'est donné depuis 2019 que nous tentons de réaliser ce projet. Alors, particulièrement aujourd'hui, je vais vous parler de la phase 1 et de la phase 2 du projet. La méthodologie de la recherche concernant la phase 1 était davantage de nature qualitative pour aller recenser l'ensemble des pratiques réalisées ou établies dans les organisations policières en termes de prévention de la santé psychologique lorsqu'il y a une exposition à un événement à teneur potentiellement traumatique. Elle s'est réalisée depuis mars 2020 avec un N, ça veut dire le nombre de participants. Donc, on a réalisé 46 entrevues, donc jusqu'à saturation d'informations. C'est pas nous qui avons décidé qu'on allait réaliser 12 ou bien 42 ou 103 entrevues. On est allé avec la saturation d'informations, c'est-à-dire jusqu'à temps que les nouveaux participants n'amenaient plus d'informations nouvelles. On a capté les participants dans 12 organisations policières au Québec de différents niveaux de service. Pourquoi aller dans différentes organisations puisqu'ils n'offrent pas tous les mêmes ressources ou de services de soutien, mais également ils ont des systèmes de gouvernance différents. Donc, pour nous, c'était important de s'assurer de représenter tout le monde, mais qu'au final, les recommandations du projet RIPTOP allaient pouvoir être insérées à l'intérieur de tout type de gouvernance d'organisation. Le projet RIPTOP est financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada et se poursuit encore aujourd'hui, où je vais vous présenter tout à l'heure la phase 2 en devis quasi expérimentale. Donc, pour l'instant, ce qui nous intéresse, qu'est-ce que nos 46 participants ont mentionné lors des entrevues? D'abord, l'inventaire a été créé à partir des 3 niveaux de prévention reconnus dans la littérature, c'est-à-dire le niveau primaire, le niveau secondaire et le niveau tertiaire. Le niveau primaire est considéré pour nous avant la tempête, donc comment se préparer à l'ouragan, établir un plan d'urgence, s'informer, se sensibiliser, identifier les numéros clés à téléphoner s'il y a lieu. Enfin, pendant, donc la période secondaire, le niveau secondaire, c'est pendant la tempête. Donc, qu'est-ce qu'on fait au moment de l'exposition, pendant le 0-30 jours suivant l'exposition, et tertiaire est le 30 jours et plus après la tempête. Donc, comment on peut effacer les traces ou du moins diminuer les traces que la tempête a laissées. Si on regarde les pratiques qui ont été recensées, donc d'abord dans les pratiques en prévention primaire, et vous allez voir que on était surprise de constater toutes les pratiques existantes. Il y en a des pratiques, du moins au Québec, on peut le mentionner. Il y en a des pratiques concernant la prévention de la santé psy, mais le constat qu'on a fait, c'est que ce n'est pas à faire partout, c'est vraiment à géométrie variable. Donc, si on fait que nommer les pratiques, d'abord, il y a assurément des activités de formation au sein des organisations policières, que ce soit par des sentinelles, par des formations sur les impacts psychologiques, différentes activités de sensibilisation qui existent. Il y a également des organisations qui sont préparées à l'exposition à l'événement à teneur potentiellement traumatique. Ça veut dire qu'ils ont une structure de prise en charge déjà établie. Et encore, il y a de l'information qui est diffusée, des affiches promotionnelles, on sait où trouver le numéro du PAE. Donc, ce sont tous des informations qui ont été captées au niveau de la prévention primaire. En prévention secondaire, il y a présence de sentinelles, de différents types de pères aidants. Vous savez, les programmes de pères aidants, il y en a plusieurs, différents rôles de déterminer. Il y a présence d'aumôniers également dans certaines organisations. Le programme d'aide aux employés, qui est présent lorsqu'il y a exposition à un événement, si on en fait appel. Le soutien du gestionnaire, le soutien du délégué syndical existe, soutien familial et des proches, ligne téléphonique 24/7 pour certaines organisations, donc toujours quelqu'un de disponible pour répondre à un appel en cas de besoin.
de détresse d'un policier ou d'une policière, des pratiques de désamorçage, de débriefing psychologique ou encore de services médicaux d'urgence. En tertiaire, donc après la tempête, après les 30 jours, le programme d'aide aux employés est toujours présent. Il y a des maisons d'hébergement, du moins au Québec, on a une maison d'hébergement qui s'appelle entre autres la Vigile, qui offre des services pour les travailleurs portant l'uniforme. Ensuite, la consultation psychologique privée ou spécialisée avec des intervenants psychosociaux, spécialistes du trauma ou encore de la réalité policière. Le soutien des associations syndicales et encore les services médicaux d'urgence, examen médical et médication. Voici une vue d'ensemble des pratiques existantes dans les organisations policières. Maintenant, quelle est la perception de ces services qu'ont les policiers et les policières bénéficiant de ces services? Donc, d'abord, quant aux pratiques organisationnelles, ce qu'ils disent, c'est qu'il manque d'uniformité. Il manque d'uniformité, une organisation ou même une équipe avec un gestionnaire pourrait réagir d'une façon, alors que dans l'autre équipe, ils vont réagir d'une autre façon dans le déploiement des services. Manque de structure et de prise en charge. Il y a beaucoup d'improvisation encore. Donc, et considérant la nature subjective pour nommer l'événement à teneur potentiellement traumatique, on peut comprendre aussi cette improvisation-là. Il y a beaucoup d'initiatives volontaires. Les procédures de demande d'aide à revoir pour mieux assurer la confidentialité également. On a l'impression que ce n'est pas nécessairement bien étanche comme demande d'aide si jamais il y a lieu dans l'organisation. Il y a également beaucoup d'ambiguïté dans les rôles. Qui fait quoi? Est-ce que le représentant syndical a un rôle à jouer? Est-ce que c'est le gestionnaire immédiat ou dans l'état-major qui doit avoir la décision à prendre à déclencher un protocole d'intervention? Donc, il y a présence d'ambiguïté des rôles. Le mécanisme d'entrée, lorsque je demande l'aide, on s'est fait nommer, ben oui, on a des bons programmes de PAE, mais quand on le demande, on n'a pas nécessairement de l'aide tout de suite. On trouve que c'est un peu impersonnel, donc ce n'est pas connecté à notre réalité policière. Les délais de prise en charge sont variables, multiples intermédiaires et les ressources, pas nécessairement toujours un accès au soutien considéré satisfaisant. Ensuite, on considère également que la formation des gestionnaires est très bien sur le plan opérationnel, mais peu axée sur la gestion de personnel et parfois un manque de connaissances sur la santé psychologique. Donc, et ça, ce sont des résultats d'un autre projet qui nous indique également que oui, c'est bien la formation, la sensibilisation au sein des instances policières. Toutefois, si on ne forme qu'un niveau hiérarchique, bien l'information n'est pas la même sur tous les niveaux et le niveau de réaction pourrait être pas nécessairement le même également, donc pas à notre avantage. Les ressources disponibles maintenant. En fait, l'accès aux ressources qualifiées sur les enjeux policiers sont très peu nombreuses. On a envie de se confier à quelqu'un qui connaît notre réalité, qui ne va pas nous juger. Et parfois, il y a même des chevauchements dans certaines régions entre des professionnels. Donc, on s'entend que ce ne sont pas tous les régions qui ont le même niveau de professionnel, le même accès au nombre de professionnels qualifiés pour intervenir. Enfin, il y a encore la peur du jugement des autres, étiquette, stigma, peur d'avoir des impacts sur l'avancement de la carrière si jamais on sait que j'ai consulté ou que j'ai bénéficié de l'aide. On s'est fait parler également de la loi de la police, l'obligation de dénonciation si jamais un collègue se confie à moi, ce qui peut amener des enjeux importants dans certains programmes de pareil entre autres. Ou alors, lorsqu'on pratique le diffusing ou le désamorçage entre collègues. Donc, soutien variable de la part des collègues. C'est pas tout le monde qui est sensible au même niveau. Ce sont la perception des policiers à l'égard des pratiques qui sont existantes. Maintenant, lorsqu'on leur demande leurs besoins, et là, on les a fait un peu rêver, je vais vous avouer, dans le sens où on leur demande qu'est-ce que, si vous aviez une baguette magique, vous aimeriez avoir au sein de votre organisation, quels sont vos besoins? Nous avons donc été capables, avec les analyses de contenu thématique, de réaliser 5 niveaux de besoins.
Les besoins des policiers en matière de soutien psychologique concernant l'organisation, c'est d'abord de définir un protocole d'intervention clair. S'il arrive quelque chose, qu'est-ce qui va arriver? C'est quoi les étapes? Qui va le déclencher, etc. Sensibiliser les policiers aux problématiques de santé psychologique. Ce que ça veut dire, c'est poursuivre la formation, la sensibilisation, les ateliers, normaliser les symptômes. Donc, c'est le rôle, selon eux, de l'organisation. Réduire les démarches administratives pour le policier. Donc, le policier qui, justement, doit quitter pour une absence en santé mentale, les participants nous partageaient que ça peut être très lourd en termes de demandes, de formulaires, etc. Donc, de faciliter, réduire les démarches et sensibiliser les familles. Donc, je sais qu'à l'Institut, il y a présentement certains projets concernant la famille des proches, en fait, l'entourage, les proches des policiers, policières. Donc, c'est un besoin qu'ils ont nommé. Également, les besoins à l'égard des intervenants psychosociaux. Donc, de connaître la réalité policière, c'est-à-dire que si quelqu'un me parle ou si je partage une information concernant l'utilisation de la force que j'ai faite sur une intervention, je m'attends à ce qu'on ne me pose pas à ce qu'on n'intervienne pas avec moi par curiosité sur les gestes que j'ai posés, mais bien en soutien psychologique que je vais avoir fait. D'assurer la confidentialité parce que certaines organisations recevaient de l'information des programmes d'aide aux employés sur les rencontres qu'il avait eues. Rendre les services accessibles rapidement et faire des suivis post-protocole individuel. Donc, c'est un besoin qui a été nommé par les participants de dire c'est bien beau avoir accès à un psychologue au moment d'événements potentiellement traumatiques, mais je veux un suivi après, je veux être pris en charge, je veux savoir que je peux avoir une ressource de disponible en cas de besoin. Maintenant, les besoins spécifiquement reliés aux gestionnaires. Donc, de créer un climat de travail bienveillant et une meilleure ouverture à la santé psychologique. Assurer une communication des étapes du protocole. Donc, l'organisation doit mettre en place un protocole, mais le gestionnaire doit, lui, le déployer sur le terrain. Connaissance et maîtrise des trajectoires de soutien et combler les besoins primaires des policiers. C'est une surprise que nous avons eue dans nos analyses de contenu, c'est les participants souhaitent qu'on considère leurs besoins primaires à la suite d'une exposition à un événement teneur potentiellement traumatique. C'est-à-dire que, OK, ça a été difficile, exigeant sur le plan physique et psychologique. Maintenant, est-ce que je peux aller dormir, manger, récupérer le temps nécessaire, me laver, puis par la suite, on reviendra pour un suivi de nature plus psychologique et bienveillant. Les besoins à l'égard des syndicats, donc qui ont été également nommés par les participants. Donc, de clarifier leur rôle, connaître la trajectoire et la combler en cas de besoin si jamais l'offre n'a pas été totalement réalisée. Et ils ont nommé des besoins entre eux, donc à l'égard des pairs. C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait s'éduquer ensemble, se sensibiliser ensemble, promouvoir un climat de travail bienveillant? Donc, de ne pas nécessairement toujours attendre après l'organisation ou le gestionnaire, mais nous, de mettre des actions en place en termes de prévention et se soutenir informellement. C'est donc un aspect très positif, entre autres, d'une volonté partagée par les participants. À la lumière des résultats de la phase 1, on pourrait croire qu'une trajectoire de prévention de la santé psychologique au travail pour une organisation policière pourrait ressembler à différents éléments nommés ici. Donc, en prévention primaire, il pourrait avoir de la sensibilisation à l'ensemble des policiers, de tous les niveaux hiérarchiques, quant à la problématique de santé mentale. On dit souvent, j'ai une collègue sur le terrain, Julie Nadeau, qui nomme souvent, ce sont des réactions normales à des événements anormaux. Donc, de normaliser la possibilité d'avoir différentes manifestations de nature de la détresse psychologique à la suite de ces événements. Donc, former également les gestionnaires sur ces enjeux et assurer la préparation nécessaire si jamais il y a lieu d'un déploiement à la suite d'une exposition à un événement potentiellement traumatique. En prévention secondaire, ce qui serait possible, et là, on nomme à la lumière des résultats de la phase 1, mais ça ne veut pas dire que c'est la recette parfaite. On est en train de la tester sur le terrain.
Donc, en prévention secondaire, détecter, orienter, avoir un programme de parents aidants pour être bien ou de sentinelle, voire même différents programmes existants là, sur les rôles de parents aidants. Intervenir lors de situations de crise, donc qu'il y ait un système de désamorçage les heures suivant l'événement, mais qu'il y ait également un système d'offre de débriefing psychologique offert par un spécialiste de la pratique en connaissance de la réalité policière, et ça dans les journées suivant l'exposition. Et également le suivi du gestionnaire que nous, on a ajouté à nos protocoles. On l'appelle notre suivi 1-1-1. Donc, une journée à la suite de l'exposition, une semaine et un mois après l'exposition pour s'assurer de bien considérer, d'avoir une certaine bienveillance et non pas seulement être en réaction au moment de l'événement de la part du gestionnaire, mais assurer aux policiers et à la policière une certaine présence, un certain soutien organisationnel. En prévention tertiaire, rendre accessibles les services de soutien curatif. Donc, au besoin, est-ce qu'on a un système disponible comme le PSP-Net, une maison d'hébergement accessible, une consultation avec des spécialistes, avec des intervenants psychosociaux connaissant la réalité. Et également, faciliter le retour au travail des policiers à la suite d'une absence pour une problématique de santé mentale. C'est-à-dire que si un policier ou une policière s'absente, quand il va revenir au travail, est-ce qu'il y a un protocole particulier pour une lésion psychologique ou c'est le même principe que lorsqu'une lésion physique avec la bursite à l'épaule? Donc, je pense que le contexte, la littérature nous indique qu'il doit avoir une procédure bien particulière. Nous sommes d'ailleurs en train de l'étudier à la chaire dans un autre projet que Clémence pilote. Alors, ce sont nos résultats de la phase 1 qui nous ont poussé à mener la phase 2, à le déployer sur le terrain, où là, on évalue l'efficacité des pratiques dans un devis quasi expérimental longitudinal. C'est-à-dire qu'on a 3 temps de mesure. Donc, on a déployé dans les 12 organisations policières, maintenant 13, dans 13 organisations policières au Québec de tous les niveaux de service, différents protocoles d'intervention post-trauma. Malheureusement, aujourd'hui, comme ce n'est que des résultats préliminaires que je vous présente, ce sera limité en termes de conclusions que je peux apporter, mais on a quand même de bons indices où on déploie 3 temps de mesure. Donc, d'abord, le premier temps de mesure, il est avant, bien que le policier et la policière ont été exposés à différents événements au cours de leur carrière, on prend notre temps 1 en supposant le avant l'exposition où il y aura une trajectoire de service de soutien offert. Donc, le temps 1, c'est le avant, où là, on va prendre plus ou moins 40 minutes du temps du policier pour aller chercher tous les renseignements sociaux démo, les facteurs individuels, c'est-à-dire traits personnels, compétences émotionnelles, facteurs organisationnels également, quel est le climat de travail dans l'organisation. En fait, ce sont vraiment nos variables contrôle, donc tout ce qui est antécédent pour le policier et la policière, on va aller le capter. À présent, là, à ce jour, si je ne me trompe pas, on a 646 volontaires à participer au protocole RIPTOP en temps 1. On s'entend que ce ne seront pas les 646 qui vont avoir vécu une exposition dans l'année. Donc, présentement, au bout du compte, à ce jour, nous sommes rendus à 78 participants qu'on a pu suivre sur la trajectoire de service et le projet se poursuit jusqu'en décembre prochain. Donc, après le temps 1, on attend qu'il y ait l'exposition à l'événement teneur potentiellement traumatique. Les organisations, les porteurs de dossiers dans les organisations nous interpellent et ils déploient la trajectoire de soutien, soit avec notre collaboration, soit de façon autonome, dépendamment de l'organisation. Il y a un autre questionnaire à compléter ici. On l'appelle notre trousse psychologique parce qu'on évalue de nouveau l'état de santé psychologique du policier et de la policière. Et enfin, en temps 3 mois plus tard, on refait le même questionnaire, en plus d'ajouter un questionnaire sur la satisfaction de la trajectoire reçue. Tous les questionnaires sont valides sur le plan des qualités psychométriques, sont valides et fidèles, ont très bonne qualité psychométrique. Et si jamais
il y avait lieu qu'un instrument de mesure ne se qualifie pas sur le plan des qualités psychométriques, on le retire tout simplement pour ne pas contaminer la base de données. Il faut ajouter également, d'où la présence de Marie-France, de Dr Marin dans le projet, qu'il y a la possibilité pour les participants, donc ce n'est pas obligatoire, donc pour participer, ce n'est pas obligatoire, mais c'est une plus-value pour le projet, de donner un échantillon capillaire, donc de faire don d'un échantillon capillaire. Alors, bien que c'est plutôt cocasse la façon dont parfois c'est reçu dans les organisations policières, ils ont la possibilité de nous faire un don capillaire pour aller chercher le niveau. Nous, on est capable d'aller mesurer le niveau de cortisol sécrété par le participant, donc avec 3 mois d'antécédents. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va être capable de déterminer est-ce que c'est l'événement plus précisément qui a stressé le policier particulièrement ou il était déjà stressé avant. On va être également capable de savoir est-ce que le niveau de stress auto-rapporté dans les questionnaires au temps 1 était le même que celui sécrété par le policier 3 mois avant. Donc, ce sont des données que malheureusement, je ne peux pas vous parler aujourd'hui parce que l'échantillon n'était pas assez grand à l'époque où on analysait les données pour cette présentation-ci, mais nous pourrons considérer les analyses prochainement à cet effet. L'échantillon capillaire était possible au moment de l'événement et 3 mois après, vous comprendrez, comme on a 3 mois d'antécédents pour la sécrétion d'hormones de stress, soit le cortisol qui est mesuré dans ce cas-ci. Alors voilà l'aspect longitudinal de l'étude. Maintenant, ce que je vous parle aujourd'hui, ce que je vous présente, les résultats qui vont suivre de la phase 2, donc les résultats préliminaires, concernent 443 répondants, donc participants de 13 organisations policières, où je crois que c'est le 13 février dernier, on avait pris une mesure, justement, on avait arrêté, on avait pris une photo des données à ce moment-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis capable de vous dire qu'on a 646 policiers au temps 1, parce que le temps 1 s'est poursuivi dans différentes organisations. Donc, on a capté 29 événements. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la trajectoire de service reçue par des policiers impliqués dans 29 événements. Je vous dirais que les principaux événements qui ont nécessité le déploiement de protocoles RIPTOP, c'est ceux qui impliquent des enfants, bien qu'on ait eu aussi des événements concernant d'annonces difficiles de décès, de noyades, de féminicides ou encore de personnes armées en crise qui ont perturbé un environnement quelconque qui a fait en sorte que l'événement a été classé à teneur potentiellement traumatique. Dans ces 29 événements-là, il y a 8 événements qui ont nécessité un débriefing psychologique individuel réalisé par nos intervenants, donc nos intervenants dans RIPTOP. Ils ont également réalisé un suivi 30 jours parce que vous vous rappelez dans les besoins que le policier souhaitait avoir un suivi post-débriefing. Donc, nous avons assuré ce suivi avec notre équipe. Il y a 79 répondants au temps 2. Donc, sur les 443, 79 ont été captés au temps 2, donc au moment des 29 événements, et 45 au temps 3, sur lesquels je vais vous présenter des résultats dans les prochaines minutes. Au moment du 13 février, nous avions également 16 échantillons capillaires, donc c'est bien peu. Alors, on se demande où sont les cheveux des policiers et policières. En fait, d'abord, ce ne sont pas tous les policiers qui ont le cheveu, première chose, et ce ne sont pas tous les policières et les policiers qui veulent faire le don capillaire. Donc, c'est pour ces raisons qu'on se retrouve avec un si petit échantillon. Toutefois, comme c'est un devis quasi expérimental, on va être capable d'amener certaines conclusions, bien qu'on ne pourra pas faire de lien de cause à effet, probablement. Au cours de ce projet, c'est important de vous dire également que nous avons formé au-delà de 100 agents de désamorçage, soit par des mises à niveau, même que nous sommes rendus, je pense, à 120,
soit par des mises à niveau, soit par une formation complète, donc le désamorçage qui est parfois appelé le diffusing, qui est aussi considéré comme un programme de pair aidant, mais en post-événement, en fait au moment de l'événement critique. C'est en fait une aide entre collègues qui est faite de façon informelle pour normaliser les symptômes potentiels avant le retour à la maison et qui a été réalisée par une formation offerte à l'École nationale de police du Québec par nos collègues du CECAP. Donc, les 443 participants sont représentés par 65% d'hommes et 35% de femmes. Ils ont une expérience variée, ce qui est très intéressant pour nous parce qu'on est capable d'aller capter des possibilités de comparaison de groupe. Et je tiens à vous partager petite photo de 2017 sur les chiffres en bas. Donc, lorsque nous, à la chaire, on s'intéresse entre autres à la santé psychologique, on s'intéresse à la santé psychologique, c'est important de le préciser, et non à une problématique de santé mentale, c'est-à-dire qu'on n'a pas de diagnostic, on mesure l'auto-perception. Hein, donc, je rapporte dans mon questionnaire percevoir que je peux avoir des manifestations de bien-être ou de détresse. Le bien-être se manifeste par la sérénité, l'harmonie sociale et l'engagement, alors que la détresse se manifeste par l'anxiété, l'irritabilité et le désengagement, selon la théorie de Gilbert. La photo de 2017, si vous regardez, et je vous rappelle que 2017, c'est pré-pandémie, donc, des chiffres qui varient entre 3,42 et 3,86 sur 5 en termes de niveau de santé psychologique et à l'inverse de 1,62 à 1,73 en termes de manifestation de détresse, qui est comparable aux moyennes de d'autres corps de métier dans la littérature, ce qu'on peut constater. Quand on regarde la mesure qui a été prise en 2023, le 13 février, pardon, donc on fait les analyses avec les 443 participants, on remarque que l'état de santé ne s'est pas aggravé, du moins ce n'est pas nécessairement les mêmes policiers qui ont répondu à 2017 et 2023. Mais si on fait un portrait global, c'est quand même un indice intéressant de dire, OK, c'est possible que la santé se soit maintenue, il n'y a pas de différence significative, mais le niveau de santé est maintenu. Donc, on aurait pu croire l'inverse à la suite de la pandémie, mais le constat est ainsi pour ce projet. Lorsqu'on compare le niveau de santé psychologique de ces 443 participants femmes et hommes, on remarque que la policière manifeste davantage d'anxiété que le policier. Toutefois, il n'y a pas d'autres différences significatives concernant le sexe et le genre au sein de la population à l'étude. Lorsqu'on regarde les différentes années de service, il y a des différences significatives dans toutes les dimensions du bien-être et de la détresse, particulièrement en termes d'engagement, désengagement et irritabilité. Ce que ça veut dire que je commence ma carrière, je me perçois en bonne santé psychologique, mais à partir de la 6e année de service, entre la 6e et la 10e année de service, c'est là il y a des enjeux particuliers sur la vulnérabilité de la santé psychologique du policier et de la policière. OK? Donc, on ne peut pas l'expliquer particulièrement par une seule hypothèse, mais on peut penser, soit par des raisons familiales, des implications autres que le travail, soit par une désillusion du métier ou par une surexposition, une usure de compassion. Il y a différentes hypothèses qui pourraient expliquer cette vulnérabilité-là. Donc, on voit que c'est assez marquant quand simplement, lorsqu'on regarde le désengagement, on voit que le palier est quand même assez important. Et ça, c'est entre la 6e et la 20e année de service. Donc, point quand même un enjeu important à noter. OK, en 2017, les données nous rapportaient qu'un policier sur 2 identifiait avoir vécu un événement teneur potentiellement traumatique au cours de sa carrière, alors que maintenant, en 2023, il y a 75% des policiers qui l'identifient.
Est-ce que c'est parce qu'on en parle plus, qu'ils sont plus susceptibles d'être capables d'identifier ou plus ouverts, peut-être également, parce que ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a plus d'événements à teneur potentiellement traumatiques. Toutefois, le policier, la policière qui a identifié avoir vécu un événement à teneur potentiellement traumatique, il y a encore, ça démontre encore qu'il y a une différence significative sur celui qui est identifié versus celui qui n'en a pas vécu, sur le plan du bien-être, mais également sur le plan de la détresse. C'est donc important de poursuivre le travail de prévention en ce sens, puisqu'il existe toujours une marge, un écart entre ceux qui identifient avoir vécu le trauma versus ceux qui n'identifient ne pas avoir été exposés. Lorsqu'on les interroge sur les stratégies de coping qu'ils utilisent, on voit que différentes stratégies sont priorisées. Entre autres, je pense que je ne vois pas en raison de mon image. OK, c'est bon. Donc, consommation de substances qui nous a quand même frappé. Une stratégie de coping qu'ils identifient utiliser de façon considérable et on sait que la consommation de substances, drogues, alcool, médication pourrait aussi avoir un effet sur la détresse, donc un cercle vicieux potentiel pour les participants. C'est à considérer à titre informatif et non pas pour des analyses là, dans la suite des choses qui sont prévues pour l'instant. On sait aussi que les policières vont davantage utiliser, j'allais dire la ventilation, mais plutôt de ventiler, la stratégie de ventiler à une collègue ou à la famille. Le support instrumental, donc l'autodistraction, le support émotionnel. Et pour le policier, de son côté, va utiliser davantage l'humour comme stratégie de coping. C'est là où se retrouvaient les différences significatives entre le sexe et le genre concernant les stratégies de coping. Maintenant, dernier bloc pour vous présenter les résultats préliminaires quant à l'efficacité des trajectoires de soutien qui ont été déployées au sein des organisations participantes. Donc, les résultats qui vous sont présentés sont associés aux policiers qui ont reçu cette méthode de soutien qui est testée. Okay? Donc, les policiers étaient d'abord exposés à un événement à teneur potentiellement traumatique suivant à l'événement. Ensuite, il y avait dans les heures suivant l'événement un désamorçage effectué entre collègues selon ce qu'ils ont été formés. Et par la suite, il y avait réponse aux besoins primaires. Donc, le policier pouvait aller dormir, manger, se laver. Au retour, il avait la possibilité d'accéder à un intervenant psychosocial formé pour un débriefing psychologique. Et enfin, dans les 4 à 14 jours suivant l'événement, le débriefing opérationnel avait lieu. Le débriefing psychologique demeure encore aujourd'hui optionnel. Donc, le policier n'est pas dans l'obligation de l'avoir, mais à moins que le gestionnaire le recommande fortement. Il faut noter que l'intervenant psychosocial qui réalisait le débriefing les ont réalisés de façon individuelle et assuré un suivi pendant 30 jours. Donc, je dis 30 jours parce que nous, on l'assume financièrement avec le projet REDTOP. Toutefois, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas poursuivi la relation thérapeutique par la suite. Mais pour le projet, c'était ce qui était considéré et ce qui était exigé en termes de suivi. Parallèlement à toute cette trajectoire, on exige également un suivi de bienveillance de la part du gestionnaire une journée, une semaine et un mois après l'événement. Ce que les résultats nous disent, côté des symptômes auto-rapportés par les policiers associés aux troubles de stress post-traumatique. Donc, je rappelle ici que ce sont de l'auto-rapporté et non pas un diagnostic apporté par un professionnel de la santé. On regarde en temps 1, ça c'est notre surprise aussi, les temps 1 sont toujours élevés dans l'échantillon de février dernier. Donc, au temps 1, on voit qu'on est quand même à modéré. Temps 2, au moment de l'exposition, on augmente légèrement. Et enfin, en temps 3, on diminue quand même considérablement la perception de ces symptômes de troubles de stress post-traumatique.
C'est donc une bonne nouvelle pour nous de dire, OK, au moins, on ne nuit pas aux policiers. On pense que notre trajectoire semble plutôt efficace. Parce que ici, dans les 45 participants, on n'a pas ceux qui n'ont pas eu de protocole ou ceux qui ont un protocole plus improvisé, si on veut. On poursuit parce qu'on n'a pas assez de participants présentement en temps 3 pour être capable d'isoler un ingrédient plus qu'un autre. Donc, c'est pour cette raison qu'on vous parle de la trajectoire complète. On observe les mêmes tendances également avec la détresse, voire même qu'elle était plus élevée en temps 1. Donc, est-ce que c'est le fait d'être prise en charge? Est-ce que c'est le fait que les collègues discutent entre eux de l'événement? Est-ce que, en fait, on ne peut pas isoler l'effet potentiel, mais on sait que la détresse, le niveau de stress perçu, l'anxiété et la manifestation de symptômes de dépression diminue également de façon considérable, mais seule l'anxiété diminue de façon à avoir une différence significative statistiquement. Quant à la satisfaction, donc ici sur une échelle de 0 à 6, les participants nous indiquaient le niveau de satisfaction quant à la trajectoire reçue. Ça semble assez bien perçu. Surtout la prise en charge d'un professionnel, d'un intervenant psychosocial à côté, la possibilité d'avoir accès à un intervenant psychosocial connaissant la réalité policière, c'est vraiment ce qui a retenu leur attention en termes de satisfaction plutôt subjective ici et non pas quantitative. Bon, rappelons que les effets de chaque ingrédient ne sont pas encore isolés. Donc, est-ce que c'est le désamorçage qui fait toute cette prévention-là? Est-ce que c'est le fait d'avoir accès à un intervenant ou c'est le soutien du gestionnaire? On ne peut pas isoler présentement les effets de façon séparée, mais on a une tendance à croire que la trajectoire en tant que telle serait d'emblée une bonne solution, du moins, d'avoir un protocole clair à l'interne. C'est ce qui semble ressortir pour l'instant, voire avoir des effets positifs. Il faut aussi, par contre, considérer que nos participants, certains ont eu accès à une formation pour devenir agents de désamorçage. Donc, d'emblée, ils ont été sensibilisés et ils savent qu'ils sont pris en charge dans un projet qui s'appelle RIPTA. Donc, est-ce que le simple fait de savoir qu'ils sont dans le projet pourrait avoir comme effet de diminuer leur perception de détresse? C'est possible également. Donc, tout ça demeure quand même limité en termes d'interprétation. Il faut continuer de récolter nos données et puis d'assurer également notre parallèle avec nos échantillons capillaires. Alors, le projet RIPTOP est toujours en fonction au sein des organisations policières, des 13 organisations participantes, et il devrait s'arrêter à la fin de l'automne, soit avec le mois de décembre, pour capter les événements. Et vous vous rappelez, on aura jusqu'à 3 mois après le mois de décembre pour poursuivre le dernier temps de mesure. Ma présentation est donc terminée. Je vous remercie sincèrement de votre attention. Je vais demeurer disponible pour vos questions. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc à suivre la chaire de recherche qui, entre autres, diffuse certains résultats de recherche, des fiches synthèse de vulgarisation, est présente activement sur les réseaux et également, je vous invite particulièrement au séminaire de la chaire qui aura lieu le 7 novembre prochain. Avec l'appui de nos partenaires à Tremblant dans quelques semaines. Je vous remercie de votre attention et je suis à vous pour les questions. Alors, merci beaucoup, Dr. Deschênes, pour cette présentation qui était des plus intéressantes. On vous laisse maintenant la parole. On laisse la parole à ceux qui sont présents. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez le faire en écrivant vos questions dans le chat. Alors, je peux peut-être y aller avec une question que je me posais. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de la formation de désamorçage? J'ai trouvé cette partie-là vraiment intéressante. En quoi ça consiste exactement? Merci, Madame Rivet. Effectivement,
Le temps ne me permettait pas d'aller en détail dans cette formation de 2 jours qui est offerte par l'École nationale de police du Québec, qui va chercher à former des agents de désamorçage qui vont intervenir entre collègues à la suite d'un événement à teneur potentiellement traumatique. Donc, cet agent qui va aller rencontrer ses collègues ne doit pas avoir été exposé de préférence à l'événement. Donc, il n'a pas eu l'exposition à l'événement sur laquelle il va aller échanger avec ses collègues, pour la plupart du temps de façon soit individuelle, soit en duo. Et il va, le but du désamorçage est vraiment d'identifier les ressources en cas de besoin d'aide, de normaliser les manifestations différentes péritraumatiques et également d'assurer une présence, un soutien entre collègues qui semble paraître dans nos données présentement très, très, très important pour les policiers et les policières de se sentir soutenus entre eux. Merci beaucoup. C'est super intéressant. Pendant que peut-être qu'il y a d'autres personnes qui voudraient poser des questions, en tout cas, moi, j'en ai plein, là, mais je vais y aller avec une autre question. Quand on regarde les 3 niveaux, donc autant le niveau primaire, secondaire, tertiaire, est-ce qu'il y aurait un de ces niveaux-là où est-ce que la recherche devrait consacrer plus de temps, plus de ressources? Est-ce qu'il y a quelque chose comme est-ce qu'il y a des besoins plus urgents? Je crois que en fait, on travaille parallèlement avec la police nationale française qui, eux, sont très développés en prévention secondaire et tertiaire. Et nous, notre force, je pense que c'est vraiment en prévention primaire. Donc, il y a de l'accès, de la formation, il y a des services disponibles, mais la structure n'est pas là par la suite. Donc, je pense que la recherche doit s'investir, bien que dans tous les niveaux de prévention, elle doit, parce que ce n'est pas toutes les formations également qui sont efficaces. Donc, ça aussi, c'est un intérêt qu'on a à la charge. Donc, de valider un peu la trajectoire de soutien, certes en secondaire et tertiaire, qui me semble peut-être moins connue ou du moins présente sur le terrain présentement. D'accord, merci beaucoup. Puis, je vais me permettre une dernière question. Puis après, je pense qu'on va conclure si on n'a pas d'autres questions de la part des participants. Donc, je me demandais, évidemment, quand on fait une recherche longitudinale, c'est sûr qu'on perd des participants en cours de route. Est-ce que vous faites un suivi, par exemple, est-ce que vous savez pourquoi les personnes quittent? Pourquoi elles ne se rendent pas jusqu'au temps 3, par exemple? C'est une bonne question, puisque je n'aurai pas la réponse non plus. Mais ce sont assurément des questions sur lesquelles nous allons nous interroger à la fin du projet pour savoir quel est le niveau de participation sur les 3 temps de mesure, qu'est-ce qui fait qu'un participant a quitté. On a de la difficulté à les rejoindre aussi s'ils quittent en congé pour des raisons maladie par la suite. C'est difficile pour nous d'aller, comme l'organisation n'a plus nécessairement de lien direct, d'aller capter là, le suivi avec eux, mais ce sera certes intéressant de s'y intéresser par la suite. Merci. On a des questions donc de la part du public. Ici, quelqu'un qui demande est-ce qu'un projet qui pourrait être réalisé auprès d'autres personnels est-ce que c'est un projet, pardon, là j'avais mal lu, est-ce que c'est un projet qui pourrait être réalisé auprès d'autres personnels de sécurité publique? Absolument, absolument. Le financement obtenu présentement est auprès des policiers, du milieu policier, mais au fait, on a une étudiante à la chaire qui s'intéresse de son côté aux services correctionnels, donc aux agents des services correctionnels. Et également, on a discuté beaucoup avec des centres d'urgence, donc des répartiteurs 911, qui eux aussi souhaitent bénéficier là, des extrants du projet. Donc, plus particulièrement, on pourrait élaborer quelque chose pour eux. Mais assurément, l'ensemble des personnels de la sécurité publique pourraient être dans cette situation. C'est très intéressant. L'autre question, y aurait-il de la formation continue à offrir aux policiers qui effectuent le désamorçage? Oui, ça va faire partie des recommandations également, puisque dans RIPTOP, bien qu'il y a
84 agents en février, bien qu'il y en a eu d'autres depuis, qui ont été formés. Il y a des mises à jour qui sont faites. Donc, il y aura une recommandation sur le moment où la mise à jour devrait être réalisée, mais également le support dont j'ai en tête une organisation policière qui assure un support en co-développement chaque année, un moment réservé aux agents des désamorçage et sentinelles afin d'assurer là, eux aussi un bon équilibre le côté prévention, santé psy, et ils ont accès toujours aux ressources, aux intervenants psychosociaux là, également pour assurer leur équilibre. Une autre question, on vous demande, lorsque vous parliez de diffusing, est-ce que c'était basé sur le modèle de Mitchell? Le diffusing n'est pas dans le CISM, n'est pas sur le modèle de Mitchell. Il est inspiré, en fait, il est dans les étapes précédents. Il a été pratiqué, entre autres, à la suite des attentats en Belgique, et etc. Donc, il est un ingrédient à côté. D'accord, merci beaucoup. Alors, si vous voulez poser une dernière question, je vous invite à le faire maintenant. Alors, ben, merci infiniment, docteur Andréane Deschênes, pour cette vraiment très intéressante, très pertinente aussi, cette présentation-là, et en tout cas, moi qui m'a captivée. On remercie également tous ceux qui ont assisté à la présentation et j'espère que vous vous joindrez à nous pour la prochaine présentation. Donc, merci beaucoup encore. Merci. Au revoir tout le monde. Merci à vous. Bye. Prenez bien soin de vous.